effectivement pour nous un plaisir de venir en Suisse parce qu'on considère que la Suisse est un petit peu notre deuxième patrie. C'est notre deuxième patrie pour un ensemble de raisons. La première est que le site Riposte Laïque est aujourd'hui sous la responsabilité de Riposte Laïque Suisse, tout simplement parce que nos amis suisses, quand on a eu nos premiers procès auxquels faisait référence Mireille, nos amis suisses nous ont expliqué que ça serait peut-être bien que ça soit Riposte Laïque Suisse qui reprenne la main sur ce site et qui échappe comme ça un petit peu aux mauvaises intentions de la justice française et du pouvoir français. Ce que nous avons fait, donc nous avons eu plusieurs présidents suisses, et ça n'empêche pas par ailleurs la justice française, avec un déni du droit absolument extraordinaire, d'estimer que les présidents suisses doivent répondre du droit français et des lois françaises, puisque notre président suisse, Alain Jean Marais, a été condamné par la justice française pour avoir osé, le misérable, accepter la parution de l'article d'un apostat tunisien. Et la justice française s'est sentie autorisée à le condamner en fonction des lois françaises pour incitation à la haine en raison de l'appartenance à une religion. L'argument de la justice française a été absolument extraordinaire, ça a été de dire que même si l'article était sur Internet, même si l'article était envoyé depuis la Suisse, le fait que des lecteurs français puissent le consulter faisait que les responsables du site étaient redevables de la loi française. Je vous laisse entendre, camarades suisses, je vous laisse entendre avec une vision comme ça de la justice. Si l'Arabie Saoudite fait la même chose, je suis inquiet par rapport à Mireille Valette et à quelques autres qui écrivent des articles qui peut-être pourraient tomber sous le coup de la loi de l'Arabie Saoudite, avec toutes les conséquences qu'on connaît pour les femmes et pour les mécréants. Donc ceci dit, c'est toujours un plaisir de revoir, parce qu'on considère que Mireille a cité tous les amis. Je vois Jean-Luc Ador, qui est notre avocat également. J'ai envie de dire, vous êtes tous nos camarades de combat, vous êtes tous nos compagnons de combat, dans une période où réellement c'est notre civilisation, nos valeurs qui sont en jeu, et le fait que vous soyez ici veut dire que vous faites partie de ceux qui osaient vous afficher, de ceux qui osaient ne pas vous contenter de protester sur Internet, de ne pas se contenter parfois d'un bulletin de vote, mais qui osaient quelque part mettre vos idées en accord avec votre engagement. Et il faut savoir l'apprécier, parce que le constat qu'on fait, c'est que la majorité de nos compatriotes sont d'accord avec ce que nous racontons, mais seule une minorité se bouge, et en face, vous avez quelque part ce spectacle insupportable de gauchistes islamo-collabos qui occupent la rue à 200, 300, qui ne représentent qu'eux-mêmes, mais qui sont bien souvent plus nombreux que nous, qui avons malgré tout l'appui de l'essentiel de la population, mais d'une population qui est terrorisée et qui se terre chez elle. Donc vous êtes réellement nos compagnons de combat. Alors moi je suis ravi d'autre part de faire connaissance de Magid, on habite à 30 km l'un de l'autre, mais il faut qu'on vienne en Suisse pour faire connaissance, c'est bien la Suisse, et je suis donc chargé, puisque nous allons, les amis de l'ASVI nous ont dit qu'ils souhaitaient un débat sans animateur et simplement on échange l'un et l'autre. Donc je suis donc chargé d'ouvrir ce débat sur une question très délicate, qu'est-ce que j'ai contre l'islam ? J'avoue que c'est très difficile de répondre à ça, là c'est une colle. Pour vous dire que dans les années 80, j'avais rien contre l'islam. Dans les années 80, j'étais plutôt un militant de gauche, syndicaliste. J'ai envie de dire que j'avais plus tendance à dire croix et à bas la calotte que d'être vigilant sur l'islam, tout simplement parce que dans les années 80, il n'y avait pas de problème en France avec l'islam, tout simplement. Et que moi, ça a été un ensemble. J'ai pas envie de vous expliquer ce que j'ai contre l'islam en faisant de la théologie, je suis pas un théologien, ni de parler des textes sacrés, mais plutôt de la réalité et de l'évolution de la France en 30 ou 35 ans, ce qui m'amène à cette prise de conscience. C'est-à-dire que dans les années 80, les premières alertes, c'est quand même la victoire de l'ayatollah en Iran. L'ayatollah, tout le monde se moque de lui en disant c'est quand même nous les Français qui l'avons hébergé, qu'est-ce qu'on est bon, et tout le monde se moque de lui en disant bon c'est une vieille baderne, il ne va pas durer très longtemps. L'ayatollah explique en 80
nous exporterons l'islam partout dans le monde. Et à l'époque, tout le monde ricane. Tout le monde ricane. Mais moi, qui suis syndicaliste à l'époque, je constate quand même tous les ans un spectacle qui ne me plaît absolument pas, comme syndicaliste, comme homme de gauche. C'est-à-dire que vous avez tous les ans les militants de l'ayatollah Khomeini qui mettent devant une trentaine de voilés, et pendant des heures et des heures, vous avez les barbus derrière qui crient en levant le bras « Vive l'imam Khomeini !» Et ça dure des heures et des heures. Et très franchement, voir ce spectacle, voir toutes ces voilées, tout en noir, même en plein soleil, on est le 1er mai, ça m'exaspère. Et vous avez régulièrement les féministes iraniennes réfugiées en France qui crient « Vive la révolution des femmes en Iran !» Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, les religieux ne supportent pas. Ça se termine régulièrement en bagarre rangée. Et à l'époque, la gauche n'était pas encore aussi collabo qu'elle l'est maintenant. À l'époque, les services d'ordre de gauche, on va dire, règlent le problème et font fuir manu militari les militants de l'ayatollah Khomeini. La deuxième expérience, c'est 1989 et c'est l'affaire du Creil. C'est l'affaire du voile de 3 fillettes à l'école de Creil. Et là, moi, c'est une première coupure importante avec ce qui est mon camp, la gauche. C'est-à-dire que pour moi, les choses sont claires. C'est une offensive d'une religion contre la laïcité. L'école est quelque chose de neutre. Et je suis convaincu, c'est des socialistes qui sont au pouvoir. Je suis convaincu que les socialistes vont dire hors de question, pas de provocation comme ça. On n'accepterait pas une croix, on n'accepterait pas une kippa à l'école, on ne va pas accepter le voile. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça, c'est même tout à fait le contraire. Et donc vous avez un discours prétendument antifasciste qui vous raconte que s'opposer au voile à l'école, c'est faire le jeu du Front National. Et donc on vous fait un discours relativiste en vous disant qu'il faut laisser que l'essentiel est que ces jeunes filles continuent à aller à l'école et que finalement, si on laisse, le temps fera son œuvre et que le jean se substituera au voile. Pour moi, première énorme trahison de la gauche en 1989 qui me pose plus que des problèmes, même si à l'époque je suis syndicaliste et que j'ai d'autres priorités que ça, mais là vraiment, moi je ne pardonnerai jamais ça. Après, vous avez ce qu'on appelle les années noires en Algérie, c'est-à-dire que vous avez les islamistes qui essayent de prendre le pouvoir en Algérie, c'est un massacre, c'est entre 150 000 et 200 000 morts entre 1990 et l'an 2000, beaucoup plus que le colonialisme français, donc on accuse de tous les maux aujourd'hui. Donc, et vous avez le gouvernement français, encore socialiste, qui accorde l'asile politique aux islamistes. Puisque la règle de l'asile politique, c'est que pour avoir l'asile politique, il faut être persécuté par un État. Et donc les islamistes vous racontent qu'ils sont persécutés par l'État, par le FLN, et donc ils demandent l'asile politique en France. Les socialistes le leur accordent, et bien évidemment, les militants islamistes font leur travail de militants islamistes. C'est-à-dire qu'ils islamisent les quartiers, ils islamisent les banlieues. Pour moi, le troisième choc qui vraiment va nourrir mon engagement contre l'islam, je dis bien contre l'islam, c'est en 2003, et c'est au congrès de l'UOIF qui se déroule tous les ans au Bourget. Vous avez donc à l'époque Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur d'un gouvernement présidé par Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, qui est un communautariste, accorde énormément de dérogations particulières aux disciples de l'islam. Notamment, il leur accorde des carrés musulmans dans les cimetières, il leur laisse entendre qu'après tout, le financement des mosquées, on pourrait peut-être regarder, on peut s'entendre. Naturellement, il leur offre le Conseil français du culte musulman. Mais Sarkozy, malgré tout, fait une petite piqûre de rappel. Il explique aux musulmans dans la salle, alors là, je vois qu'ici, on est dans une salle qui est séparée en deux, je vois horreur qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ensemble de ce côté-là, et qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui sont ensemble de ce côté-là. Au Bourget, c'est pas du tout comme ça. Au Bourget, vous avez rien que des femmes de ce côté-là, voilées à 90%, et vous avez rien que des hommes de ce côté-là, majoritairement barbus, on ne se mélange pas. Et donc, Sarkozy fait la piqûre de rappel et dit: nous sommes dans une république laïque, c'est pas grâce à lui, nous sommes dans une république laïque, et dans une république laïque, les femmes musulmanes doivent respecter les règles, et donc pour les photos d'identité, vous devez retirer votre voile. Je vous mens pas, le ministre de l'Intérieur de la France est sifflé 12 minutes. Je ne sais pas si vous voyez ce que signifie une bronca de 12 minutes
encouragé naturellement par tous les chefs de l'UOIF assimilés aux frères musulmans. Et moi je vois ce spectacle, Sarkozy fait front courageusement, hein, il ne recule pas. Moi je vois ce spectacle, je me dis mais enfin c'est pas possible, je me reconnais toujours à l'époque dans les valeurs de la gauche, mais j'ai pas le réflexe tellement stupide, pavlovien, de dire c'est bien fait pour Sarkozy, c'est un salopard de droite, il se fait siffler, tant mieux, il l'a cherché et tout. Moi, pour moi, c'est pas Sarkozy qui est sifflé, c'est la France laïque, c'est la France républicaine, c'est nos lois de séparation de l'Église et de l'État, c'est la France qui est sifflée. Et donc, j'essaye de contacter des camarades de gauche en disant ce qui s'est passé est grave. Aux abonnés absents. Personne n'accepte, sous le prétexte que c'est Sarkozy, sous le prétexte qu'il ne faut pas stigmatiser les musulmans, personne n'accepte de mener la campagne qu'il faut. Et moi, à partir de là, je dois avouer qu'on est en 2003, mon engagement contre l'islam commence à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on mène une campagne contre le... Alors on est faux cul, hein, on va l'admettre, c'est-à-dire qu'on mène une campagne contre le voile à l'école. Soyons clairs, depuis 89, il y a 2000 voiles dans les écoles publiques. Il y a des dizaines et des dizaines d'équipes d'enseignantes qui sont confrontées à ces provocations et personne ne légifère. Nous, on demande à légiférer, mais pour vous dire comment il faut être subtil dans ces situations dans la France de 2003, on sait pertinemment que si on demande une loi contre le voile islamique à l'école, on va se faire traiter d'islamophobe, on va se faire traiter de raciste, on va se faire traiter d'extrême droite et tout. Donc on demande une loi contre tous les signes religieux. Les signes religieux, on sait que le seul qui pose problème, c'est le voile. On demande une loi contre tous les signes religieux, et la loi passe, et donc en 2004, c'est un gouvernement de droite qui fait une loi. Et je dirais que depuis 13 ou 14 ans, je vois l'avancée de l'islam, et j'estime que ce dogme, je reviendrai, qui n'est pas une religion, ce dogme représente une menace pour nos libertés, une menace pour nos principes, et je considère que l'engagement de ma vie aujourd'hui, c'est de lutter pour que l'islam ne s'impose pas dans nos pays. Je vous remercie pour cette première partie. Bonsoir à tous. Alors, cette question qui introduit notre débat, à savoir quel est mon problème personnel avec l'islam, d'abord il faut savoir ce que c'est l'islam. L'islam, conceptuellement, pour la diplomatie dans l'agora, l'agora politique et sociale dans nos sociétés occidentales, c'est une religion, il y a l'étiquette religion. En réalité, c'est un ordre politique et juridique. L'islam, c'est des lois, c'est des interdits, c'est des obligations. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que l'islam, tout simplement par nature. Alors, on a de la chance, puisque exégétiquement, c'est assez facile de définir ce qu'est l'islam, plus que les autres religions, selon moi. Parce que la totalité des musulmans sur la planète, qui sont les individus les plus divisés au monde, alors qu'ils sont censés appartenir à la même religion sur à peu près tous les sujets, s'accordent au moins sur un point, c'est la shahada, c'est l'idée qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète, mais surtout l'idée que le Coran, ce corpus, ce récit oral qui est devenu un livre, du début à la fin, de la première à la dernière phrase, a pour auteur Dieu lui-même. Et donc pour moi j'estime, et je crois qu'aucun musulman sensé ne peut me contredire, que c'est au livre du Coran de définir ce qu'est l'islam et ce que l'islam n'est pas. Donc pour répondre à cette question, c'est quoi ton problème, Majid, avec l'islam? Indirectement, je dois vous dire, c'est quoi mon problème avec le Coran, puisque c'est le Coran qui est habilité à pouvoir dire ce qu'est ou non l'islam, plus que quiconque, plus que n'importe quel théologien profane qui est venu après le prophète Mohammed trépassé, plus que n'importe qui. Alors pour que vous puissiez comprendre quel est mon problème avec le Coran, il faut que vous compreniez quel problème le Coran a avec moi en fait. Et le Coran, c'est un guide juridique univoque et très clair qui est à la fois liberticide, il criminalise la liberté de penser, il est à la fois esclavagiste et il est à la fois misogyne. Et les lois de ce livre qui maltraitent les femmes, qui sont esclavagistes et surtout qui condamnent et persécutent le libre penseur, qui ne pense pas qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète, ce sont des lois qui sont censées être valables en tout temps, en tout lieu, jusqu'au jour du jugement dernier, qui n'ont pas de frontières temporelles ou de frontières
géographique sur la planète Terre. Les lois d'Allah sont censées être impérieuses et valables partout sur Terre. C'est une religion universaliste et c'est surtout un totalitarisme universaliste. Moi, ce que je reproche à l'islam, c'est justement qu'il a des lois qui se mêlent des libertés individuelles de gens qui ne leur ont rien demandé. Ça se vérifie très bien dans le monde musulman. Moi, je suis un essayiste, j'ai écrit mon livre « Il était une fois l'islam ». Mon but, c'est d'essayer de convaincre les gens que l'islam est un danger avec une méthodologie originale, puisque moi, j'ai fait une critique technique et juridique des fondements même de la religion islamique. J'ai été musulman les 18 premières années de ma vie, et je crois que c'est la méthode la plus efficace pour arriver à faire comprendre aux gens quel est le danger de l'islam, et surtout pour arriver à essayer de réveiller les musulmans. Et il m'apparaît personnellement, en tout cas, que si vous voulez, en fait, c'est une phrase que je dis souvent, c'est en fait l'islam pour moi c'est pas intéressant, mais on est obligé de s'y intéresser. Parce que le verre est dans la pomme, parce que nos sociétés occidentales s'islamisent d'un point de vue démographique. Et les problèmes, ça ne se fuit pas indéfiniment. À échelle locale, il y a des Français qui sont nés dans des quartiers qui n'ont pas toujours été islamisés ou dans des villes qui n'ont pas toujours été islamisées. Ils se contentent de fuir ces zones et d'aller vivre ailleurs, dans des zones moins islamisées. Mais la France s'islamise de plus en plus. Officiellement, ça fait 25 ans que les médias nous racontent que les musulmans sont 5 à 7% de la population. À un moment donné, ça a du mal à tenir dans la mesure où ils ont une démographie assez vive, dans la mesure où on importe massivement des gens. Les pays qui ont le plus de visas pour faire venir des gens en France, c'est l'Algérie, le Maroc, la Turquie. Voilà, il y a une endogamie ethno-religieuse, il y a tellement de musulmans qui font venir leurs futures femmes de leur pays d'origine. Voilà, ils font plus d'enfants que quiconque. À un moment donné, moi j'ai parlé à des politiciens français qui ont déjà demandé à me rencontrer. Je leur ai demandé dites-moi les chiffres officieux, ils sont combien de pourcents dans la population française les musulmans? Ils s'accordent pour me dire environ 20%, ce qui est assez effarant quand même. On est loin des 5 à 7% éternels, voilà, que le système essaie de nous matraquer avec de la propagande. Et en tout cas, moi j'ai remarqué une constante, et je vais conclure là-dessus par rapport à cette question, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de connaître les fondements religieux même de l'islam. Moi je m'y suis intéressé, je les ai étudiés avec une méthodologie originale pour essayer de convaincre les gens. Mais à un moment donné, il y a juste à faire des constats cliniques. Moi, je suis agnostique, mais je vous dis, jugez un arbre à ses fruits. C'est bizarre, mais il y a des pays dans le monde, des pays musulmans, ça fait des siècles qu'ils sont majoritairement peuplés de musulmans. La force culturelle dominante qui y règne, c'est l'islam. À un moment donné, on a le recul suffisant pour y faire des constats. Quels sont les pires pays au monde où vivre quand on est une femme? C'est tellement évident que ce sont les pays musulmans. Quels sont les pires pays au monde où vivre quand on veut être un libre penseur? C'est les pays musulmans, notamment quand on s'émancipe de la religion officielle d'État, l'islam. Quels sont les pires pays au monde quand on veut simplement aimer librement la personne qu'on a choisi d'aimer? Voilà, c'est les pays musulmans. À un moment donné, il y a un hasard beaucoup trop récurrent pour un simple événement censé être fortuit et aléatoire. C'est bizarre, mais si le Dieu des musulmans, comme le prétendent les musulmans, qui pensent que c'est notre Dieu à tous, a créé une religion censée être de paix, d'amour et de tolérance, force est de constater que c'est un Dieu particulièrement inique, inefficace et nul, puisque ce Dieu s'acharne à ce que la totalité des pays musulmans dans le monde propage l'exact contraire de son objectif matérialisé dans des lois, dans un corpus juridique et entre guillemets spirituel qui nous a inspirés, puisqu'apparemment les gens ont l'air de comprendre le total contraire de l'amour, de la paix et de la tolérance. Moi je me bats pour essayer de réveiller les gens dans mon pays, parce que la France, qui est notre pays commun, est une démocratie. Et dans une démocratie, c'est la démographie qui décide. Et le jour où la majorité des habitants de la France sera musulmane, j'ai un principe de précaution, je me dis, je ne vois pas pourquoi l'islam de France marcherait, je ne vois pas pourquoi l'islam réussirait à créer en France ce qu'il n'a jamais créé nulle part partout dans le monde. Ça n'existe pas, le vivre ensemble avec l'islam. Il n'y a que du vivre à côté ou du s'entretuer ensemble. Moi, je crains ça, et je veux alerter les gens avec l'intellect, pas avec les armes. On est encore majoritaire. Les Français, je rebondis sur une phrase qu'il a dit tout à l'heure, en parlant des Suisses majoritairement qui sont contre l'islam. On a surtout un problème, c'est que la majorité des Français qui ne veut pas de l'islam comme religion d'État, de la même façon que les Suisses, en fait, on est divisé sur des sujets secondaires et cosmétiques.
Moi, parfois, je vois l'agora politique française comme deux personnes qui se disputent. Non, je te dis que la taxe, elle sera à 5%. Non, elle sera à 7%. Et pendant ce temps-là, ils ne voient pas qu'en second plan, il y a des mosquées qui poussent, il y a des migrants qui arrivent, il y a de l'immigration musulmane massive qui arrive. À un moment donné, si on veut se disputer sur des sujets secondaires, c'est très bien. Mais de savoir que la taxe Intel sera à 5 ou à 7%, ça ne change rien au fait que dans 50 ans, quand le pays de la France sera majoritairement peuplé de musulmans et qu'on aura peut-être un président qui estime que le livre du Coran, un livre misogyne, esclavagiste et ennemi de la liberté de penser, ou une majorité parlementaire, ou les deux, estime que ce livre est un livre divin, juste, salutaire et utile, nécessairement, ça aura un impact sur la politique, sur l'horizon politico-social qui va être dicté aux Français. Et moi, je veux essayer d'alerter mon peuple avant qu'il ne soit trop tard. Et si on échoue, au moins je pourrais me regarder dans un miroir et me dire j'aurais essayé. Mais je suis persuadé qu'on n'échouera pas. On va essayer en tout cas. Alors comme nous sommes en autogestion, donc je rebondis donc sur cette introduction de Majid pour essayer de préciser donc clairement ce qu'est l'islamisation de la France et plus largement l'islamisation de l'Europe. Majid évoquait le nombre. C'est bien évident que le nombre est déterminant. Le nombre est déterminant. Vous pouvez estimer, j'entendais parler de 20%. Pour dire les chiffres, en 1998, on estimait qu'il y avait 4 millions de musulmans. Je dis bien en 1998. Depuis les années Sarkozy, on est à 200 000 nouveaux venus officiellement en France tous les ans, majoritairement musulmans. On peut penser avec la fécondité. Aujourd'hui, vous avez une enquête qui a été faite, je ne me souviens plus du nom de l'enquêteur, mais c'est pas grave, qui vous raconte en 2016 qu'il n'y aurait que 3 à 4 millions de musulmans en France. 3 à 4 millions de musulmans. Cette enquête vous raconte, et les journalistes collabos vous disent, voyez, c'est rassurant. Il n'y aurait que 29% de ces 3 à 4 millions de musulmans qui seraient favorables à ce que les lois de la charia soient supérieures aux lois de la République. Et ils vous disent, ça veut bien dire qu'il y a 71% de musulmans qui sont donc profondément laïcs et républicains. Il y a des mauvaises langues qui disent ou qui sont profondément menteurs, mais regardons quand même ce chiffre, rien que ce chiffre, sur les chiffres mensongers qu'il nous donne. 29% de musulmans qui disent que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la France et aux lois de la République, ça fait 1 million. Ça veut dire, si on veut savoir ce que parler veut dire, que 1 million sont prêts à la guerre sainte, ce que demandent les textes sacrés, pour imposer les lois de l'islam. 1 million sur des chiffres tronqués. Si nous écoutons les chiffres de Majid, 20% de 60 millions, on n'est plus tout à fait au même chiffre, on est à 12 millions. Si on considère que 1 sur 4, et on est gentil, est prêt à imposer par la violence la charia à la société française, on arrive à plus de 3 millions. L'islamisation de la France, c'est aussi le poids de la communauté musulmane sur les élections. Vous êtes un petit maire, vous avez 5000 habitants. Sur les 5000 habitants, vous avez 1000 musulmans. On est dans les 20%. Vous avez 1000 musulmans, vous allez avoir le cinéma, vous allez avoir la demande de la mosquée, vous allez avoir la demande de dispositions particulières pour la fête des écoles à la fin de l'année, on va vous demander de la viande halal. Vous allez avoir un ensemble de demandes, de revendications communautaristes religieuses. Le maire, il fait quoi? J'excuse pas les maires collabos, hein. Mais le maire, il fait quoi? Parce que les musulmans, c'est pas stupide. Les musulmans vont voir tous les partis politiques et leur disent, on est nombreux, on pèse 20%, on va voter pour celui qui est le plus compréhensif par rapport à nos particularités. Et donc, ça veut dire qu'il y a une pression politique sur les élus énorme, qui se traduit notamment dans les élections nationales. On sait tous qu'en France, Hollande a été élu par le survote musulman, puisque les sondages officiels d'Opinion Way vous disent que 93%, je ne sais pas si vous voyez, on n'est plus du tout on est vraiment dans le vote bloqué, le vote communautaire de style américain d'ailleurs. 93% des musulmans ont voté Hollande. Comme il suffisait de regarder en 2007 les études dans les quartiers quand vous aviez Sarkozy et Ségolène Royal,
vous constatiez que Ségolène Royal faisait des votes extraordinaires dans les quartiers et que vous aviez des participations aux votations, je crois que vous appelez ça comme ça, ou les votations, vous aviez des participations énormes. Donc, pour dire l'islamisation de la France, c'est déjà le nombre. Et puis après, c'est les symboles, c'est les mosquées qui sont naturellement complètement autre chose que les églises, mais les mosquées qui sont des méribis, où le musulman apprend à respecter les lois de l'islam avant les lois du pays d'accueil. Vous avez naturellement les profusions de voiles, portées par des gamines de plus en plus jeunes. Vous ne connaissez peut-être pas encore ça en Suisse, parce que je crois que chez vous, l'abattage rituel est interdit. Chez nous, l'abattage rituel, je crois savoir, chez nous, l'abattage rituel, qui n'était normalement qu'une exception, est devenu la règle, ce qui signifie que, alors que les musulmans, si on écoute Majid, sont 20%, vous avez 60% des Français qui mangent halal. Tout simplement parce que pour des raisons économiques, les abattoirs préfèrent abattre d'une façon halal et découler l'ensemble de la marchandise. Vous avez dans les entreprises, par exemple, la France est le pays de la laïcité, la France est le pays de la séparation du religieux et du politique. Vous avez dans les entreprises, vous avez maintenant dans des salles de prière, vous avez dans les entreprises, à l'occasion du Ramadan, vous avez des dérogations avec les horaires. En gros, les non-musulmans font le travail des musulmans, soyons clairs. Vous avez des chiffres à la RATP qui sont absolument épouvantables, y compris au niveau de la sécurité. Vous avez dans les hôpitaux, vous connaissez tous le refus de la mixité. Bref, de plus en plus, l'islamisation de la France, ça signifie concrètement qu'un État dans l'État s'implante, qu'un État dans l'État qui impose des règles qui sont différentes que celles de la loi commune des hommes est en train de progresser et que quelque part, ce que nous appelons le cancer islamique est en train de ronger tout ce qui faisait nos acquis, nos spécificités, nos libertés, la fierté de notre civilisation, et que deux pouvoirs se font face qui sont incompatibles. Alors, Youssouf Qaradawi, le gourou, on va dire, des frères musulmans, avait cette formule. Il expliquait que grâce à leur démographie, ils nous envahiraient, et que grâce à leurs principes coraniques, ils nous vaincraient. Je crois qu'on est très clairement dans ce message aujourd'hui, et donc je laisse la parole à Majid, puisque normalement, dans la prochaine partie, nous devons évoquer, lui et moi, les solutions par rapport à ce phénomène que je décris. Merci. Alors, qu'est-ce que l'islamisation de la France ? Je crois que peu importe le régime d'un pays, que ce soit un royaume, une démocratie, pour moi, un pays, il est quand même le reflet de sa population, malgré tout. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon livre, la force culturelle dominante. Et un pays constitué de 90% de gens qui ont une religion particulière, des mœurs, des valeurs, normalement, voilà, ça va dicter l'ordre social, l'ordre culturel prééminent sur les intérêts de la société, sur les questions existentielles de la société. Et dans une démocratie comme la nôtre en France, c'est évident que la démographie, c'est évident en fait que plus la part de musulmans augmente en France, plus la part de leurs problématiques existentielles doivent être prises en compte par les politiciens, ça je peux tout à fait l'admettre. L'islamisation, moi je la vois de deux façons. D'abord populationnelle, on peut la voir dans les chiffres, le nombre de musulmans. Il a précisé plusieurs fois que c'était pas mes chiffres à moi que j'avançais, c'est bien des chiffres issus de rencontres avec des politiciens d'envergure nationale, mais je ne cite pas leur nom, c'était des réunions confidentielles pour parler de mon livre, ou alors ils voulaient des conseils ou me poser des questions sur le sujet islam. Et puis il y a aussi une islamisation par rapport à une adaptation législative, juridique, et également une adaptation, tout simplement par rapport à, disons, je sais pas moi, à des marqueurs sociétaux très précis qui relèvent de l'ordre du culturel et du social, qui relèvent de la discrétion du peuple. Et c'est vrai que moi je me rappelle quand j'ai 30 ans, quand j'étais jeune, il y avait un sapin de Noël dans l'école maternelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de sapin de Noël, très peu dans les écoles maternelles publiques, de moins en moins en tout cas, parce que c'est devenu une offense envers la foi religieuse de certains. Je vous laisse deviner qui sont ces certains, voilà. Et aujourd'hui en France, il y a des comportements et des actions qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, quand vous mangez dans la rue en plein jour ou vous buvez en plein jour dans certains lieux,
de grandes métropoles ou à côté, vous avez des musulmans qui peuvent vous dire, vous agresser violemment en disant tu manges pas devant moi pendant mon ramadan alors qu'il fait encore jour, le soleil luit dans le ciel, tu me manques de respect. Je suis désolé, mais voilà, c'est un comportement. En France, il n'y a jamais un non-juif en France qui téléphonait ou conduisait sa voiture et qui, le jour de Shabbat, un juif lui a dit « tu manques de respect à mon Shabbat ». Ça, c'est jamais arrivé, ça relève de la science-fiction, là, ce que je raconte. Voilà, il y a des comportements, des petites persécutions du quotidien qu'on sent, une petite adaptation petit à petit. Pareil, les musulmans, en fait, ils votent de façon univoque, et nos politiciens aujourd'hui, voilà, pour eux, en fait, si vous voulez, les islamistes, parmi les musulmans, c'est eux en général qui aiment les représenter, et c'est eux en général qui sont très malins par rapport à la politique, au monde politique. Ils aiment faire du chantage électoral, et après tout, c'est la règle du jeu. Le problème, c'est que les Français à côté sont divisés sur des sujets secondaires et cosmétiques. Et au final, les musulmans qui arrivent à être bien organisés, à être un bon lobby, les musulmans, pas tous, mais certains, dans certaines communes, arrivent effectivement à faire pression pour obtenir de la part de maires la déprogrammation d'un film voilà, qui va poser des problèmes au cinéma, ou alors voilà, le fait de... C'est des petites adaptations petit à petit, en fait, si vous voulez, c'est en fait, l'islamisation de la France, démographique et aussi au niveau des lois, c'est une révolution lente. En fait, en France, on a été habitué à la mythification de la Révolution française pratiquement du jour au lendemain. On est habitué au fait qu'il y a un héros pratiquement tout seul, voilà, qui peut guider vers la victoire, un De Gaulle ou ce que vous voulez. Et en fait, les Français sont habitués à ça, et du coup, beaucoup ne perçoivent pas l'idée qu'il peut y avoir des révolutions très lentes qui se font sur des années ou des décennies, et sur le fait que nous, le camp qui luttons contre l'islamisation de la France, il ne faut pas que tous on attende un héros providentiel parmi nous qui va sortir et qui va réussir à, entre guillemets, désislamiser la France. Et je veux insister sur un petit point. Mon problème par rapport à l'islam, c'est un problème par rapport à une idéologie. Je ne criminalise pas les musulmans. Pour moi, les musulmans, ils ont une foi. Et d'ailleurs, je ne fais pas partie de ceux qui veulent interdire la foi islamique en France. Ça n'a pas de sens de vouloir interdire une idéologie, c'est complètement idiot. Et c'est complètement idiot aussi de vouloir légiférer pour essayer de persécuter les gens pour ce qu'ils pensent. Je reproche au Coran d'être un ordre politico-juridique dogmatique qui veut criminaliser, et qui criminalise quand il le peut, quand il dirige politiquement, la liberté de penser des gens. C'est pas moi-même pour interdire l'islam pour faire la même chose, c'est-à-dire criminaliser la foi islamique. Après, l'idée, c'est de savoir comment on fait pour désislamiser la France, c'est-à-dire pour empêcher cette mainmise idéologique. Bien évidemment, un des moyens, c'est avant tout la démographie, puisque comme je l'ai dit au tout début de ma réponse, un pays est le reflet de sa population. Et moi, je pense que le jour où la population française sera majoritairement peuplée de musulmans, alors à ce moment-là, il y aura la capacité de cette majorité à pouvoir faire élire un président, un parlement majoritaire, qui déifie le Coran, qui estime que ce livre est juste, salutaire, utile, et là commencera le danger. D'ailleurs, un pays avec 50% de musulmans, 50% de non-musulmans, le vivre ensemble n'existe pas. À un moment donné, ça se ressent aussi sur le niveau de vie, voilà, le niveau, disons, de quiétude sociale des gens lorsqu'ils vivent ensemble, entre musulmans et non-musulmans, et aussi le niveau de sécurité des femmes qui se baladent dans l'espace public. Voilà, le vivre ensemble ne prend pas avec l'islam. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je pense que Pierre sera d'accord avec moi, l'islam, si vous voulez, c'est pas seulement une culture différente de la nôtre, c'est une culture qui nous est antagoniste, c'est un modèle culturel qui nous est antagoniste, qui est contraire à nos valeurs. Et c'est là où il attaque nos valeurs. Un Français d'origine vietnamienne ou chinoise en venant en France, il peut apporter sa petite nuance en termes de mode de vie à sa francité, mais dans le fond, il est capable aujourd'hui, en théorie, à échelle macroscopique, voilà, de devenir un citoyen français comme les autres, de bien réussir à s'intégrer. Et malheureusement, c'est plus difficile, voilà, pour des musulmans qui estiment que le Coran est un livre divin, juste, salutaire, dans la mesure où, encore une fois, le Coran est antinomique voilà, à nos valeurs et à l'ordre politico-juridique qui défend nos libertés individuelles, en tout cas les miennes, voilà, qui me sont chères. Alors vous attendez tous les divergences, parce que pour le moment c'est trop consensuel. Donc on va rentrer un petit peu dans les divergences. On n'a pas la même couleur de chemise. Hein, ça commence la divergence. Entre autres. Bon, moi je rappelle quand même cette phrase de Michel Onfray,
Michel Onfray expliquait sur un plateau de télévision que, selon lui, d'ici une cinquantaine d'années, la France, mais aussi l'Europe, avec la démographie et la politique migratoire qui est menée, c'était avant le problème des clandestins, donc il disait ça. Il pensait que d'ici 50 ans, la France et l'Europe seraient sous domination musulmane, et ça lui paraissait une finalité absolument incontournable. Ce qui est déjà invraisemblable, c'est que cette phrase de Michel Onfray, qui est quand même une référence, n'a fait l'objet d'aucun débat, dans aucun média, dans aucun parti politique. En gros, Michel Onfray a bu trop de cidre quand il a dit ça, vu qu'il est normand, ou ce qu'il dit c'est vrai. Et si c'est vrai, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça pose un problème? Après tout, peut-être que c'est bien qu'on arrive à la fin d'une civilisation et qu'on arrive à une autre, on peut en discuter. Aucun débat. On est dans une histoire, moi je vois, si Michel Onfray a raison, je crains que 50 ans ce soit même très optimiste, si Michel Onfray a raison, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que les Français, et peut-être l'ensemble des Européens, se laissent islamiser et se laissent imposer le dogme musulman sans se battre, et deviennent des dhimmis. C'est pas un scénario impossible. Il y a un deuxième scénario qui est possible, c'est qu'une guerre... Moi, j'aime pas le mot guerre civile, parce qu'une guerre civile, pour moi, c'est l'Espagne. C'est-à-dire, en 1936, vous avez ce qu'on appelle les fascistes franco, et vous avez des communistes qu'on appelle des républicains, qui se livrent pendant 3 heures à un combat sans concession, 1 million de morts. C'est 2 parties d'un même peuple qui se battent. Une guerre civile, c'est pas avec les musulmans. Les musulmans font pas partie de notre peuple. Les musulmans ne font pas partie de la France. Les musulmans ne font pas partie de l'Europe. C'est une force d'invasion qui a été décidée à partir de 1973, et j'encourage tout le monde à bien lire les œuvres de Battier-Or ici présentes pour bien comprendre comment ça s'est passé en 1973. Donc les musulmans ne font pas partie de notre civilisation, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre de reconquête. Je trouve que c'est important de faire cette précision. Si c'est une guerre de reconquête, il y a 2 solutions, on la gagne, on la perd. Moi, je vais partir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la gagner. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la gagner? Moi, déjà, la première chose, et ça sera la première divergence très, très, très sérieuse avec Majid, moi, je pense qu'il faut interdire l'islam. Et j'ai aucun problème pour dire que c'est une décision inefficace, que c'est une décision liberticide, et qu'en interdisant l'islam, on se met quelque part au niveau des totalitaires qui eux-mêmes sont dans l'interdiction. Moi, je vais citer un exemple qui va peut-être vous paraître un petit peu provocateur, voire un petit peu comique. Je vais en citer 2. Il y a des dogmes qui sont interdits. Aujourd'hui, le nazisme est interdit dans l'ensemble des pays occidentaux. Et tout simplement, le nazisme est interdit parce que nos dirigeants, les peuples, ont vu ce que ça donnait quand ils étaient au pouvoir. Et je crois que le résultat de ce qui s'est passé entre 1933 et 1945 a fait comprendre que le principe des précautions, c'était peut-être d'interdire le nazisme. Supposons que nous soyons dans une planète où vous ayez encore 1 500 000 cannibales. Je dis ça, c'est pas provocateur. Supposons que vous avez 1 500 000 cannibales. Ils sont dans un pays qui s'appelle la Cannibalie. Moi, qui se bouffent entre eux, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être un petit peu barbare, mais c'est le problème des cannibales entre eux de régler ça, et c'est peut-être le problème de ceux qui préfèrent être végétariens de battre les cannibales. Mais si les cannibales viennent sur notre territoire et entendent imposer leurs principes, leurs dogmes, je n'ai aucun problème à interdire le cannibalisme par principe de précaution et pour sécuriser le bien-être des nôtres. Eh bien, je considère l'islam, c'est pareil. Je considère que l'islam, à partir du moment où nous avons vu dans les constats que nous faisons avec Majid ce que sont les objectifs de l'islam et ce que sont les objectifs des disciples de l'islam, nous avons un devoir de précaution, et moi encore plus avec les événements de ces derniers mois et de ces dernières années, je ne vois pas où serait le problème dans les pays occidentaux d'interdire toute visibilité et tout prosélytisme de l'islam. Interdire toute visibilité et tout prosélytisme de l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne ferme pas seulement les mosquées radicales, on ne ferme pas seulement les mosquées salafistes, on ferme les mosquées, point. On sait très bien, Majid le sait mieux que moi, qu'un musulman n'a pas besoin d'une mosquée pour prier. Il peut prier chez lui, il a le droit de prier chez lui. Je veux dire, on n'est pas des totalitaires, on ne va pas faire Big Brother, on ne va pas mettre des caméras chez les gens. Il prie chez lui s'il veut, il honore le Dieu qu'il veut, mais chez lui. À l'extérieur, il n'y a plus
il n'y a plus de lieux, il n'y a plus de lieux de culte musulmans, on ferme toutes les mosquées. La deuxième chose, nos gouvernements nous disent on est en guerre. C'est intéressant, on est en guerre, ils oublient toujours de dire contre qui. On est en guerre contre le terrorisme, on est en guerre contre Daesh, on n'est pas en guerre contre l'islam. Or, c'est pourtant bien l'islam qui nous fait la guerre. Si on est en guerre contre l'islam, on s'arrange pour gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, on prend les décisions qui aident à gagner la guerre. Par exemple, est-ce qu'on considère que le voile islamique, c'est qu'un fichu sur la tête? Ou est-ce qu'on considère que c'est l'offensive d'une religion, d'un projet politico-religieux, qui dit très clairement que l'islam occupe le territoire, occupe l'espace public, et qui envoie un message totalement antagonique à nos valeurs, à savoir la femme musulmane n'est réservée qu'à un musulman, mais surtout pas à un infidèle, et surtout pas à quelqu'un membre d'une autre religion. Ça, c'est contradictoire avec nos valeurs. On ne peut pas continuer à autoriser le voile islamique, encore plus si on est en guerre avec eux. Le halal, il faut régler l'affaire. Le halal, on ne va pas raconter qu'on autorise le halal, dont on sait qu'il sert par la dîme, au-delà de la barbarie de la mort des animaux, qui est indigne d'une civilisation du XXIe siècle. On ne va pas en plus permettre à nos ennemis de financer le combat révolutionnaire par la prescription d'une dîme sur l'abattage rituel. Bien évidemment, toutes les mesures qui ont été prises, le ramadan dans les boîtes et tout, ça c'est terminé. C'est-à-dire, il n'y a plus de visibilité de l'islam, et celui qui veut contourner les lois, disons, contre la visibilité de l'islam, c'est très clair, il est expulsé sur le champ. Ça, c'est une première chose, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'on va arrêter une hémorragie. Mais l'hémorragie, on l'a subie depuis 20 ans. Sur les chiffres, s'il y a 10 à 12 millions de musulmans, même si on arrête ça, avec la démographie, ils vont gagner. Donc, il faut renvoyer massivement, moi je dis bien massivement, par la remigration, il faut renvoyer massivement tous ceux qui, par leur attitude, nous ont imposé le voile, tous ceux qui, par leur attitude, ont voulu nous imposer le halal, tous ceux qui ont fait pression sur les élus pour qu'ils leur construisent une mosquée, bref, tous ceux qui se sont comportés comme des prosélytes de l'islam et comme des ennemis de nos valeurs. Et nous n'avons mais aucun scrupule à avoir, au nom du principe de précaution, à virer de France ceux qui se comportent comme nos ennemis, qui se comporteront comme nos fossoyeurs et qui se comporteront comme des assassins et comme des gens dont on sait le traitement qu'ils réservent aux perdants et aux dîmes. Il en va de notre sécurité, il en va de notre survie, du survie de notre civilisation. Et ceux à qui ça poserait un problème moral. Je vais citer 2 anecdotes historiques. En 1962, en Algérie, vous aviez 8 500 000 habitants. Malgré les accords d'Évian ont été violés immédiatement et au nom de la valise sous le cercueil, vous avez 1 million de Français qui étaient présents depuis 3 ou 4 générations sur cette terre, qui ont été chassés du jour au lendemain, il y en a 1 million qui sont partis. Je ne dis pas ça du tout par une volonté revancharde. Je dis qu'il y a des phénomènes historiques qui montrent que dans des périodes exceptionnelles, ce qui paraît impossible peut arriver. Et le deuxième exemple, c'est les années 45, avec ce qu'on a appelé la migration des Sudètes. C'est-à-dire que on va dire que la guerre de 45 avait laissé tellement de traces dans des pays comme la Pologne, dans des pays comme la Tchécoslovaquie ou la Roumanie, que vous aviez des personnes d'origine allemande qui étaient là également depuis 3 ou 4 siècles, qui ont été chassés manu militari d'une manière très brutale, et vous avez 12 millions de personnes qui, entre 1945 et 1947, se sont retrouvées chassées de leur terre et se sont retrouvées en Allemagne. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, je dis ce sont l'histoire, et l'histoire est cruelle. Tout ça pour dire que s'il y a des décisions à prendre, et s'il y a des décisions à prendre pour sauver notre civilisation, pour empêcher nos enfants et nos petits-enfants de devenir des dhimmis, de vivre dans les conditions des pays musulmans que décrivait Majid, moi ce genre de formule, l'interdiction de l'islam sur le territoire français, et d'autre part, qu'ils soient français ou pas, parce que là c'est pareil, on nous fait le coup de ils sont français, et alors, l'asile ça existe, l'ostracisme ça existe, ça a toujours existé. S'ils sont français, qu'ils se comportent comme des ennemis de la France et qu'ils n'ont jamais été français de cœur mais français de papier, ils n'ont rien à faire en France, et s'il faut sauver la France
notre civilisation, nos valeurs, notre liberté, le rapport que nous avons aux femmes, la liberté de confiance, la laïcité. S'il faut prendre toutes ces mesures, il faudra les prendre, parce que ne pas les prendre, c'est accepter la